Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Positif, partenaire média de l'événement autour des territoires en transition, qui se déroule toute la journée dans les locaux de la préfecture du Rhône. Une journée qui est organisée par le groupe Delbo Presse, en partenariat évidemment avec le conseil départemental du Rhône qui accueille. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau monsieur le sénateur Sautarel. Merci d'être venu, bienvenue. Merci. Monsieur le directeur général adjoint de la Poste, Philippe Dorge. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et ainsi que Frédéric Pronchéry, maire de Belleville en Beaujolais. Bonjour. En France, 30% de part des émissions totales de gaz à effet de serre sont dues au transport. C'est le premier secteur responsable des émissions de gaz à effet de serre. C'est un défi majeur pour permettre aux territoires de donner accès à la mobilité et aux services du territoire, y compris dans les zones périurbaines et rurales. Je vais commencer par poser des questions à monsieur Philippe Dorge, donc DGA de la Poste. Vous, quel est service public ancestral, quelle est votre logistique de transport urbain? Comment vous organisez effectivement ces transitions, parce que je suppose que vous avez un certain nombre de camionnettes. Hein. Quelques-unes, oui. Quelques-unes. Comment vous organisez ça? Alors, d'abord le modèle, et puis ensuite, effectivement, les évolutions et ce qu'on fait notamment en urbain, mais aussi en rural. Alors, le modèle, d'abord, la Poste, c'est le transport en commun, finalement, de la petite marchandise. Et je voudrais commencer par ça. L'intérêt, finalement, de la Poste, c'est de mutualiser dans des tournées le plus remplies possible. Hein, et nous en avons 48 000 tournées facteurs en France. Et nous avons 50 000 véhicules et à peu près 5 000 poids lourds. Donc l'enjeu, c'est de remplir au maximum la chasse au vide et aux kilomètres inutiles qui seraient parcourus. Et donc en fait, le modèle de la tournée, c'est de mutualiser au maximum, et au lieu d'avoir finalement une messagerie, un coursier spécial pour un déplacement, un transport, eh bien c'est d'utiliser le transport en commun de la marchandise. C'est ça la Poste. Donc c'est ça le modèle. Et à l'intérieur de la Poste, évidemment face à la baisse aussi du courrier, mais de l'augmentation du colis, eh bien c'est de mutualiser au maximum tous les flux pour y parvenir. Hein, et donc dans nos tractions, dans nos tournées de facteurs, c'est de mettre le courrier qui reste, bien sûr, il en restera encore dans 10 ans, mais aussi c'est de mutualiser au maximum les colis. Donc 80% des colissimo, par exemple, sont distribués par les facteurs. Et puis de lancer de nouveaux services logistiques pour les entreprises, pour les collectivités, et de profiter finalement du passage de nos tractions, mais aussi de nos mètres carrés, du temps des facteurs pour transporter aussi des marchandises. Donc ça, c'est le modèle. Et puis alors après, par rapport à nos enjeux et pour affaler nos émissions de gaz à effet de serre, de CO2, eh bien, c'est de travailler sur l'optimisation de nos routes. On a aussi une nouvelle gamme courrier qui est un peu plus lente. On a supprimé l'aérien, les 3 liaisons aériennes quotidiennes, 300 liaisons routières qui étaient quotidiennes, pour simplement 3 timbres rouges qui étaient achetés par les Français chaque année, malheureusement. Voilà, donc on a un peu ralenti, c'est vrai, les courses courriers, mais on accélère le colis. Et dans ce cadre-là, il faut décarboner. Il faut décarboner massivement la collecte, la distribution des derniers kilomètres. On a 7000 voitures électriques. On va passer à 15 000. Donc on va plus que doubler notre flotte de véhicules électriques. Alors ça, c'est le premier et le dernier kilomètre. Et puis au milieu, il y a les camions. Et puis on espère aussi un peu développer le ferroviaire. Hein. Mais sur les poids lourds, c'est de travailler dans les années qui viennent avec les constructeurs pour décarboner les liaisons poids lourds, entraîner la filière aussi sur la décarbonation. Et on a parlé aujourd'hui de poids lourds électriques, poids lourds hydrogène. Ça, c'est dans les années qui viennent. Il y en a quelques-uns, mais c'est plutôt des prototypes. Et utiliser en attendant des technologies comme par exemple le biogaz. D'accord. Là, vous avez parlé des véhicules et je me permets de rebondir sur 50 000 véhicules. Vous prévoyez d'acheter 15 000 véhicules électriques à moyen terme. On a un sujet qui arrive très vite, c'est les sujets des zones à faible émission, donc 1er janvier 2025. Les véhicules thermiques les plus polluants ne pourront plus circuler dans ces zones-là. Est-ce que votre prévision d'achat de 15 000 véhicules électriques, ça sera suffisant pour
Alors la réponse est oui. On a calibré évidemment, c'est dans le plan stratégique. Hein. Alors les 15 000 véhicules électriques dont je parle, c'est à l'horizon 2024. Donc c'est quasiment demain. Hein. Et avec 15 000 véhicules électriques, d'abord on couvre les 22 métropoles et les 45 zones à faible émission de France, donc évidemment. Mais on ne veut pas simplement concentrer seulement les véhicules électriques sur les centres-villes, mais aussi en rural. Voilà, parce que c'est là aussi d'ailleurs où l'économie est la plus substantielle, parce que c'est là où les tournées sont les plus longues, et donc on économise évidemment du carburant avec une traction électrique. Donc c'est l'urbain, mais c'est aussi la périphérie, et c'est aussi le rural. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à monsieur Stéphane Sautarel. Donc, vous êtes co-auteur du rapport « Comment remettre la SNCF sur les rails ?» Sans rentrer dans le sujet, hein, quelles sont pour vous les solutions au niveau ferroviaire qu'il serait pertinent et urgent de mettre en place? Oui, merci. Effectivement, le ferroviaire pour faciliter les mobilités décarbonées est majeur. Hein. Chacun aujourd'hui en convient. Et avec mon collègue Hervé Maurey, donc l'année dernière au Sénat, nous nous sommes penchés sur cette question-là pour voir comment relever ce défi. On a rendu un rapport il y a à peu près 18 mois et sur lequel on a fait un certain nombre de constats. Je vais vous épargner l'ensemble de ces constats, mais plutôt m'arrêter sur un ou deux points de propositions majeures. Qui concerne d'abord la question des infrastructures. On a une vraie difficulté qui est identifiée depuis quelque temps déjà, que d'ailleurs le gouvernement, depuis notre rapport, a repris, puisque dans le rapport du comité d'orientation des infrastructures qui a été rendu récemment, ce chiffre de 100 milliards de besoins d'investissement sur les infrastructures que le président Farandou avait également repris, fait à peu près l'unanimité, autant sur son constat. En revanche, pour l'instant, on ne sait pas comment arriver à financer ce qu'on appelle ce choc d'investissement qui est absolument indispensable. Parce qu'effectivement, nous avons un réseau ferroviaire français qui est vieillissant. En gros, nous avons un âge de vie qui est de l'ordre de 45 ans de notre réseau, là où il est à peu près de 18 ans en Allemagne, vous voyez, pour avoir un petit élément de comparaison. Et ça, c'est lié à des choix anciens où nous avions une politique tout TGV, qui en fait avait essentiellement mobilisé des moyens financiers sur les lignes à grande vitesse et qui avait ignoré l'ensemble de ce qu'on appelle soit les dessertes fines du territoire pour irriguer le territoire en milieu rural, mais aussi de transport du quotidien, et notamment avec le sujet aujourd'hui des RER métropolitains, où on sait que toutes nos étoiles ferroviaires autour de nos grandes agglomérations, des métropoles, qui vont être confrontées, comme vous venez de le rappeler, aux ZFE, sont aujourd'hui en manque d'infrastructures. Et donc là, on a cette première question qui doit absolument être traitée sur notre modèle de financement des infrastructures. Donc il y a plusieurs pistes qui existent, avec incontestablement des besoins de ressources nouvelles pour financer ce choc d'investissement, que ce soit sur des aspects fiscaux, sur des valorisations foncières qui sont liées à ces nouveaux équipements, comme ça a été fait sur le Grand Paris Express avec la Société du Grand Paris, qui a su inventer un modèle économique dont on peut imaginer qu'il pourrait être transposé pour la mise en place des RER métropolitains. Mais pour la desserte globale du territoire, il y a d'autres enjeux. Et dans notre rapport, on pointe notamment aujourd'hui les difficultés d'avoir dans un seul groupe, SNCF, à la fois les activités voyageurs et les activités réseau. Parce que c'est deux métiers que d'intervenir sur les infrastructures et que de faire rouler des trains sur ces infrastructures, ce d'autant plus qu'on est aujourd'hui dans une situation d'ouverture à la concurrence, avec en 2033 une ouverture totale. Donc on a 10 ans devant nous, mais 10 ans ça va vite. Et déjà, on sait qu'il y a un certain nombre de régions qui ont commencé à le faire. On sait qu'il y a des opérateurs grandes lignes aussi, notamment ici à Lyon, avec Transitalia qui a ouvert une liaison Paris-Lyon. Et donc on a ce sujet-là qui repose sur un modèle qu'on a dénoncé et qu'il faut absolument revoir. C'est en fait, on a un coût de notre infrastructure qui pèse sur les redevances, les péages ferroviaires, qui sont, pour aller vite, à peu près 3 fois, entre 2,5 et 3 fois supérieurs à nos voisins européens. Et donc vous me direz comment donc finance-t-on ailleurs ces infrastructures? On les finance essentiellement, alors c'est un peu paradoxal dans le contexte de nos finances publiques, mais par un effort de l'État
État central ou État fédéral, par exemple en Allemagne, qui sont beaucoup plus conséquents que ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. Et donc on a absolument besoin d'inventer un nouveau modèle autour de cette question-là, parce que sinon nous allons être, d'ailleurs ça a déjà été un peu identifié par certains, le malade de l'Europe au niveau ferroviaire, ce qui est quand même inquiétant. Peut-être je pointe 2 derniers points qui sont majeurs, parce que la modernisation de notre réseau sur les grandes lignes est en défaut, essentiellement sur 2 points. Ce qu'on appelle l'ERTMS, c'est un système en fait qui permet de faire circuler en sécurité davantage de trains sur une même voie, parce qu'on peut rapprocher davantage les trains. Et donc ce système automatique de régulation des trains, qui est aujourd'hui généralisé en Europe, nous l'avons que très partiellement en place en France. Et le deuxième, c'est la centralisation de nos aiguillages et l'automatisation de nos aiguillages, qui permet effectivement là aussi à la fois davantage de sécurité et d'optimiser les moyens de la SNCF. Et sur ces 2 points, nous sommes très en retard. Et ces 2 seuls points représentent un investissement de l'ordre de 35 milliards d'euros pour arriver à la fois à moderniser et à permettre d'accroître les fréquences sur les fuseaux qui existent, sans parler bien sûr des travaux que nous avons à faire sur le réseau par ailleurs, qui touchent aussi bien les lignes fines du territoire, comme je le disais, pour garder cette desserte, parce que la décarbonation doit coucher tous les territoires, que nos étoiles ferroviaires, avec le sujet des RER métropolitains, qui individuellement vont peser entre 5 et 10 milliards d'euros chacun. Et avec le constat aussi que certaines régions sont plus, en termes de dégradation des infrastructures, sont plus affectées que d'autres. Je pense aux Hauts-de-France où c'est... Oui, il y a effectivement des régions qui sont plus concernées par les difficultés d'infrastructure. On a suivi les relations entre le président de la région des Hauts-de-France et de la SNCF en fin d'année dernière. De financer à un moment donné. Voilà, c'est ça, en refusant de financer. Mais cette situation, elle est présente dans d'autres régions. En Auvergne-Rhône-Alpes aussi, on a ces sujets-là. Donc on a absolument besoin de travailler ensemble. Mais là, c'est un autre petit volet, j'en dis juste un mot. En fait, les régions, comme les métropoles, sont ce qu'on appelle les AOM, les autorités organisatrices des mobilités, et qui donnent à un opérateur, en l'occurrence aujourd'hui la SNCF, le soin de faire circuler des trains. Et là, on a un rendez-vous qu'on espérait d'ailleurs déjà avoir des réponses au mois de mars dernier et qui traîne un peu, c'est les fameux CPER mobilité. En clair, qui va financer les infrastructures? Et donc, Région de France se retourne vers l'État pour financer les infrastructures, disant que de son côté, à côté de ce choc d'infrastructures que j'évoquais, d'investissement que j'évoquais tout à l'heure, il y a aussi un choc d'offres à mettre en place, donc avec une amélioration du service, donc avec un investissement sur le matériel roulant, davantage de matériel roulant, davantage de fréquences, davantage de qualité de service. Et les régions voudraient se concentrer sur le matériel roulant, laissant à l'État les infrastructures. Et donc c'est un débat qui va avoir lieu, qui va sans doute faire l'objet de discussions assez vigoureuses dans le cadre de la négociation de ces prochains CPER. Mais c'est un enjeu majeur, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, ces mobilités sont aujourd'hui à l'origine de plus de 20-25% des émissions de gaz à effet de serre. Et par ailleurs, il y a un sujet inflation aujourd'hui, et donc pouvoir d'achat, pour offrir aussi aux Français un accès à des mobilités collectives qui soient compétitives pour chacun. Oui, très bien. Merci beaucoup. On a bien vu ce que vous voulez dire. Effectivement, dissociation entre SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, et effectivement, et choc d'investissement quand même pour effectivement les infrastructures. Alors nous allons revenir au niveau local, voilà, par initiative prise par monsieur le maire de Belleville-en-Beaujolais, Frédéric Ponchéry. Est-ce que vous pouviez nous en parler quelques instants, cette initiative, qui n'a pas grand-chose à voir avec la logistique de la Poste ou les transports ferroviaires? Tout à fait. En fait, j'agis en même temps que maire de Belleville-en-Beaujolais, mais plus précisément de vice-président de ma communauté de communes, qui est une communauté de communes de 45 000 habitants, la communauté de communes Saône-Beaujolais, et on a lancé
notre propre marque d'électricité qui s'appelle BoWatt, qui a défrayé la chronique il y a 15 jours et qui a fait une couverture presse télé nationale. En fait, on fait le pari à travers plusieurs objectifs de convaincre nos habitants de se désabonner de leurs fournisseurs actuels et de s'abonner à la marque de la communauté de communes. Alors pour cela, il y a plusieurs objectifs. C'est faire comprendre aux citoyens les actions de leur collectivité. On dit souvent les citoyens sont éloignés des élus, ils ne comprennent pas bien à quoi servent les institutions, ils ne vont pas forcément voter non plus d'ailleurs. Et donc nous on fait un peu le pari inverse, c'est montrons que vous avez des collectivités qui agissent, des élus, des agents derrière qui travaillent pour mettre en place ces actions. Et soyez fiers d'être dans un territoire avec le thème d'aujourd'hui en transition énergétique. Avec vos collectivités qui se saisissent de ce sujet-là. Et donc, c'est plutôt faites confiance à votre collectivité et elle vous engage dans un processus. Et cette marque d'électricité, elle a plusieurs vocations. Elle a notamment une vocation à aller vers la sobriété. Ça ne veut pas dire ne plus se servir d'électricité, c'est redevenir acteur de sa propre consommation. Et nous sommes les seuls en France, à travers cet abonnement, à offrir un afficheur numérique qui se pose sur la table de la salle à manger, sur la table du salon, et qui affiche en direct, en temps réel, la consommation qui est traduite également en euros. Donc, je fais mon plat de pâtes, je sais que mon plat de pâtes m'a coûté 50 centimes d'électricité, et je vois aussi que, tiens, je me suis levé ce matin, j'ai eu de la consommation électrique cette nuit, c'est bizarre, tout était éteint. Combien de Français savent que des appareils électriques branchés mais éteints consomment très très peu. Les veilles, toutes ces petites diodes qui sont allumées, c'est presque 10% de la note en moyenne de la facture énergétique. Et en fait, ce qu'on veut à travers cet abonnement et cet afficheur numérique, c'est montrer aux citoyens qu'il peut redevenir acteur de sa consommation. Et ça ne veut pas dire revenir en arrière, ça veut dire se l'approprier. C'est peut-être aussi voir que son abonnement est démesuré par rapport à ce qu'il consomme. Est-ce qu'un 9 kWh est pas trop parce que j'ai besoin que de 6 ouais. Et donc en fait c'est ce que devait faire d'ailleurs le compteur Linky, oui. Mais c'est nous qui le faisons en se pluguant d'ailleurs sur le compteur Linky avec l'autorisation d'Enedis et nous par contre cet afficheur il est très simple en lecture, très ludique. Et l'idée, c'est que l'ensemble des habitants d'un foyer se réapproprient cette consommation. Alors ça, c'est à travers cet afficheur numérique, on peut aller jusqu'à 25% d'économie en fonction de la façon dont on utilise sa consommation électrique chez soi. On s'appuie, l'Angleterre a environ 9 millions de foyers équipés avec un afficheur numérique similaire. Et donc, ces chiffres proviennent de ce qui se passe possiblement en Angleterre. Et l'autre objectif, c'est donc une marque locale. Et c'est donc la négociation d'une collectivité qui va acheter de l'électricité, comme les autres fournisseurs. Oui, bien sûr, parce que l'énergie, c'est un cours de la bourse. Et donc, pour simplifier, et donc là, on a choisi à travers un appel à manifestation d'intérêt un spécialiste qui a été négocié pour nous un paquet d'électricité. Et on est donc en mesure de proposer le tarif le plus bas sur de l'énergie grise, le TRV. Donc on est au plus bas de n'importe quel contrat. Et quelqu'un qui était sur un contrat avec de l'énergie verte, on sera en moyenne 7% inférieur à n'importe quel contrat en France. Et donc, on démarre de zéro. Alors ça y est, on a déjà nos premiers abonnés. L'objectif, c'est d'avoir des milliers d'abonnés d'ici un an. Et plus on aura d'abonnés, plus on sera en mesure de négocier un contrat avec un tarif encore inférieur. D'accord, très bien. Et je veux rebondir sur l'afficheur. Ça ne peut pas être une appli téléphonique, ça peut pas. Comment ça peut évoluer, parce que c'est une solution technique qui est intéressante et qui peut faire vraiment des émules pour le coup, dans les entreprises, effectivement, d'avoir ce type d'indicateur de consommation en temps réel, ça peut être extrêmement. Alors, pour être honnête, l'afficheur peut ne pas marcher dans tous les foyers puisqu'il faut que le compteur Linky soit suffisamment près du foyer. Alors, sur une très grande maison où le compteur sera à 100 mètres de la cuisine, par exemple, ça ne marchera pas. Mais ça concerne à peu près 10% des foyers sur notre territoire.
c'est une estimation. Donc là, c'est une offre qui s'adresse aux particuliers de notre communauté de communes. Nous sommes en train de travailler cette offre pour, dès la rentrée, elle cible les petits commerçants. D'accord. Avec des abonnements mesurés. Et on est déjà en train de travailler pour une offre qui s'adresserait aux PME, PMI de notre territoire, de manière à ce qu'on puisse également les accompagner dans de l'offre moins chère, mais là pour des gros consommateurs. C'est pour ça qu'on prend plus de temps, puisque c'est quelque chose qui démarrera en début 2024. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette petite interview. Merci. Je vous souhaite une belle journée Merci. dans cette journée des transitions. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée.